Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis Natacha Duroisin et je n'ai pas eu la possibilité de vous rejoindre à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je m'en excuse vraiment et je vous propose en fait ma conférence en vidéo. Voilà, je tenais aussi à remercier vivement Monsieur Alexandre Beuys pour son invitation dans le cadre de ce congrès. Ma présentation s'intitule Des dispositifs pour favoriser le développement psychocognitif des élèves, illustration à partir de recherches visant la remédiation cognitive de difficultés de décentration. Voici le plan de mon exposé. Donc, je commencerai par énoncer l'objectif principal des recherches que je mène depuis maintenant plusieurs années, recherches qui ont débuté dans le cadre de ma thèse. Ensuite, je reviendrai sur l'objectif et la démarche globale de la recherche menée. Je parlerai de la cognition spatiale, j'illustrerai mes propos à partir d'expérimentations et je reviendrai sur une rapide conclusion et de rapides perspectives, étant donné que les conclusions de chaque expérimentation seront présentées au fur et à mesure de ma présentation. Alors, en ce qui concerne l'objectif principal des recherches menées, mon objectif est vraiment d'étudier dans une perspective développementale le fonctionnement cognitif, social et émotionnel des apprenants afin de favoriser le développement et la mobilisation de savoir, savoir-faire et de compétences spatiales chez les élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Alors, pour que vous y voyez un peu plus clair, j'ai décidé en fait de sélectionner 3 questions principales relevées des travaux menés. La première question porte davantage sur les apprentissages et les performances. Donc, comment se réalisent ou pas les apprentissages scolaires spatiaux en prenant en compte l'âge des participants, puisque l'aspect développemental est très important dans les recherches que je mène. Comment se jouent ensuite les interactions sociales, comprenant ou pas une dimension émotionnelle entre individus impliqués dans des apprentissages spatiaux. Et puis, une autre question qui anime les recherches, c'est justement quels sont les effets d'interaction entre, d'une part, les interactions sociales et d'autre part, les apprentissages scolaires spatiaux réalisés. Alors, in fine, l'objectif principal des recherches menées, c'est de développer une compréhension des mécanismes fondamentaux mobilisés dans des exercices spatiaux pour améliorer les apprentissages tout au long de la vie. Et donc là, je me base davantage sur une approche structurée de type éducation cognitive. Donc mon objectif, c'est vraiment de donner aux personnes, que ce soit des enfants, des adultes, voire des personnes âgées, les outils cognitifs nécessaires pour résoudre des problèmes spatiaux, quelle que soit leur nature. Et donc, pour illustrer un peu mes propos, voilà, des exercices en mathématiques, développement de solides, développement du cube. Je m'intéresse aussi et je fais travailler les élèves sur la conception de plans et sur la lecture aussi de plans. Alors plans, mais aussi des cartes géographiques ou autres. Alors, ce qui est aussi réalisé, c'est un travail sur les courbes, les sections dans les solides, mais aussi les sections dans le corps humain. Et il y a quelques années, j'avais été interpellée par des collègues de l'Université de Liège, en faculté de médecine, qui me disaient à quel point ils étaient désemparés face à des étudiants qui, en fin de compte, avaient de grosses difficultés à comprendre des coupes du schéma du corps humain, mais aussi des coupes à l'intérieur du corps humain, donc des organes, les artères, les veines, etc. Et ces enseignants me disaient qu'ils étaient obligés de venir en classe avec des tubes pour montrer en fait, bah tiens, voilà une artère, ça se présente comme ça. Si sur le plan elle est présentée de telle manière, alors dans la réalité il faut la visualiser de telle manière, etc., etc. Donc vraiment en fait, ce qui pose problème dans la majorité des cas, c'est un problème de visualisation spatiale. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Donc une des habiletés spatiales, mais aussi de décentration. Je reviendrai évidemment sur cette habileté aussi tout à l'heure.
Alors, dans le cadre des recherches que je mène, alors je ne les mène pas toute seule, ces recherches, j'ai la chance de pouvoir travailler avec d'autres équipes de l'Université de Lille, du labo Psytech, donc vraiment spécialisées en psychologie développementale et aussi en déficience, avec un public présentant une déficience intellectuelle. Je travaille aussi avec avec des chercheurs de l'Université de Genève spécialisés en orientation spatiale et aussi avec la faculté de médecine de l'Université de McGill, d'où la collaboration avec Véronique Bobot notamment. Alors, comment est-ce que s'inscrivent mes recherches? Dans quel cadre est-ce qu'elles s'inscrivent? Eh bien, ça s'inscrit dans 3 domaines disciplinaires distincts mais complémentaires. Et donc, j'ai des points de départ très terre à terre. Comme enseignante de géographie, notamment d'histoire et de sciences sociales, donc ma préoccupation, c'est un point de départ, des questionnements plus terre à terre. Donc, je m'inspire, je me demandais pourquoi mes élèves avaient telle ou telle difficulté et pourquoi ils ne comprenaient pas certaines matières quand je leur enseignais, par exemple les échelles ou encore la lecture de cartes. Et en fait, comme enseignante, donc à force de me poser ces questions, je me suis intéressée de proche en proche au fonctionnement cognitif des apprenants, à la manière dont les élèves s'y prennent pour apprendre, mémoriser un contenu, etc., etc. Et donc, forcément, l'importance aussi des didactiques pour aussi étoffer la réflexion. Puis ensuite, il fallait se dire que comprendre le fonctionnement, comment il fonctionne cognitivement, ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir l'enseigner. Et donc, vraiment, des allers-retours constants entre les didactiques, la psychologie cognitive et développementale et les sciences de l'éducation. Alors, un des objectifs poursuivis, c'est d'améliorer et de produire des connaissances à propos du fonctionnement cognitif, social et émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Un autre objectif, plutôt du côté pédagogique, c'est vraiment l'amélioration des pratiques pédagogiques de remédiation et d'évaluation. Et au centre de cela, j'utilise en fait les apprentissages spatiaux. La démarche globale qui guide mes travaux, quelle est-elle? Je vous la présente très brièvement. Forcément, et un peu classiquement, on démarre d'un cadrage théorique. Ensuite, je m'intéresse à l'analyse du curriculum prescrit, donc à savoir les programmes d'études, les programmes de cours, tels qu'ils sont rédigés par les inspections, par des enseignants aussi. J'analyse aussi le curriculum maîtrisé, à savoir, bien souvent, j'utilise en fait les évaluations qui sont réalisées dans les classes, évaluations standardisées ou non standardisées, évaluations externes non certificatives notamment, que je vous présenterai tout à l'heure. Tout cela me permet d'identifier des difficultés auprès de mes élèves pour ensuite en fait élaborer des protocoles et des expérimentations d'une part et ou de élaborer ou d'élaborer donc avec les enseignants des expérimentations de dispositifs pédagogiques pour in fine, comme je le disais tout à l'heure, améliorer d'une part les pratiques pédagogiques et d'autre part les pratiques d'évaluation et évidemment de produire des connaissances qui me renverront et qui me renvoient systématiquement au cadrage théorique. Alors, je vous propose donc, en guise de petite introduction, de replonger dans le cadre théorique que j'utilise pour les recherches que je mène en décentration et visualisation spatiale. Alors, au niveau du cadrage théorique, les notions que j'emploie assez régulièrement dans le cadre de mes recherches en psycho et sciences de l'éducation sont d'une part en lien avec l'éducation cognitive et d'autre part avec la remédiation cognitive. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce que l'intelligence? Et Perret, en 2016, définit l'intelligence comme la faculté de comprendre le monde qui nous entoure pour mieux pouvoir s'y adapter. Alors,
elle repose, cette faculté, sur notre aptitude à apprendre de l'expérience, à raisonner et à résoudre des problèmes. Alors pour Gottfredson, moins récemment, on va dire, donc avant les années 2000, il définissait l'intelligence comme étant une puissante ressource adaptative. En effet, selon lui, c'est en comprenant comment fonctionnent les environnements dans lesquels nous évoluons que nous parvenons à en exploiter toutes les opportunités. Et donc, une revue de la littérature avait été effectuée par Nisbet et ses collaborateurs en 2012 et ces auteurs ont vraiment permis de mettre en évidence les variations individuelles d'efficience intellectuelle telles qu'appréhendées par les échelles psychométriques, en d'autres termes, notamment les tests de QI. Alors, de cette revue de la littérature, il résulte que l'intelligence est en partie déterminée génétiquement. Elle est aussi en partie déterminée par les propriétés de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Et heureusement, elle est aussi influencée par les pratiques éducatives. Alors parce que l'intelligence exerce une influence significative sur les trajectoires de développement et que par ailleurs elle constitue une structure ouverte au changement, les psychologues, cognitivistes et développementaux s'attachent depuis plusieurs années à mieux comprendre les mécanismes centraux et à réfléchir aux différents contextes qui favorisent son évolution. Alors, comme le mentionnent Buchel et Paour, bien connus pour leurs travaux en éducation et remédiation cognitive, les pratiques d'éducation cognitive correspondent à une approche systématique de transmission des outils du fonctionnement intellectuel. Comme l'indique Perret plus récemment en 2016, lorsque les pratiques d'éducation cognitive sont mises en œuvre, cela suppose de disposer d'un modèle général des constituants centraux de l'intelligence, donc d'un modèle de compréhension des formes de médiation et d'identification des dimensions cognitives qui interagissent avec le fonctionnement intellectuel. Alors pour cet exposé, je ne reviendrai que sur les constituants centraux de l'intelligence qui permettent de définir les cibles cognitives prioritaires des interventions. Et parmi les modèles existants, parce qu'il y en a pas mal, j'ai sélectionné le modèle de Demetriou et ses collaborateurs. Donc ce modèle ce modèle général du fonctionnement et du développement cognitif est assez récent puisqu'il date de 2011. Il a été retravaillé par après et il définit une architecture du fonctionnement intellectuel organisée autour de 4 composantes, à savoir les systèmes conceptuels spécialisés, les capacités représentationnelles, les habiletés inférentielles et la conscience métacognitive. Alors, vous retrouvez ici ces 4 composantes. Je vais davantage m'appuyer sur 2 d'entre elles qui serviront mes propos et qui permettront en fait d'illustrer les expérimentations que je vous présenterai par la suite. Donc très brièvement, en ce qui concerne les capacités représentationnelles, celles-ci renvoient essentiellement aux ressources disponibles en mémoire de travail. On sait que depuis bon nombre d'années, que la mémoire de travail offre des capacités limitées et ces capacités évoluent au fur et à mesure de l'âge. Voilà, donc ici, je clôturerai entre guillemets mon petit paragraphe concernant les capacités représentationnelles, car j'ai décidé de ne pas vous présenter de recherches qui mettent en avant les capacités de mémoire de travail. Alors, un autre système que j'aborde de manière très rapide, c'est le système inférentiel. Il s'agit ici de permettre à l'individu de dépasser les simples constats perceptifs environnementaux pour formuler des hypothèses via des processus inductifs et dériver des conclusions via des processus déductifs. Alors, ce système inférentiel est bâti sur la détection de régularités, l'abstraction de relations, la formulation inductive de règles générales et sur l'application déductive de ces règles à des situations donc particulières. Alors,
Pour ce qui est du système métacognitif, la quatrième composante, donc la troisième composante du modèle de Demetriou ici, celle-ci désigne la conscience des processus cognitifs qui est mis en œuvre lors de la réalisation d'une tâche. On va demander à l'enfant, tiens, comment est-ce que tu t'y es pris pour résoudre telle tâche ? Alors, en ce qui concerne les structures conceptuelles spécialisées, je mets le focus sur celle-là, vous allez comprendre pourquoi juste après. Celle-ci désigne, dans le modèle de Demetriou, des domaines particuliers de connaissances dont le caractère transversal revêt une influence organisatrice sur la manière dont l'enfant appréhende le monde et l'environnement qui l'entoure. Dans son modèle, donc Demetriou identifie 5 registres principaux de connaissances spécialisées. Il y a d'abord la cognition catégorielle, qui permet, on va dire, à l'enfant d'organiser sa représentation du monde au départ d'une identification des points communs et des différences entre les objets, puis ensuite entre les concepts. Donc on est vraiment dans de la conceptualisation. Ensuite, un autre registre est la cognition numérique, qui permet à l'individu de se représenter les variations quantitatives présentes dans l'environnement. Le nombre en est un exemple aussi parmi d'autres. Il y a ensuite comme autre registre la cognition causale qui permet à l'enfant de prédire et d'anticiper les événements ultérieurs en identifiant les liaisons causales et en établissant des relations entre les différents événements. Quatrième registre, la cognition sociale qui prend en compte les infos inhérentes, donc pas inférentielles, mais vraiment les infos inhérentes aux relations sociales et interactions humaines. Et enfin, celle qui me préoccupe depuis quelques années maintenant, il y a le registre de cognition spatiale qui permet la création et la manipulation en fait, d'images mentales, le traitement de relations topologiques et l'orientation dans l'espace. Et donc, dans le cadre de cet exposé, il sera principalement question de cognition spatiale. Donc, revenons un peu plus en détail sur ce type de cognition. Le cadrage théorique que j'utilise principalement dans les travaux que je mène est celui de la cognition spatiale qui a été largement documentée dans la littérature depuis Piaget, dès 1948, même avant 1935 avec Meyer, on le verra tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, et notamment l'obtention du prix Nobel par John O'Keefe et les époux Moser, prix Nobel de médecine en 2014. Alors, la cognition spatiale, elle désigne en fait les facultés mentales impliquées dans la capacité à percevoir les informations spatiales nécessaires pour se représenter un espace, manipuler ces informations et utiliser des concepts relatifs à cette notion. En d'autres termes, en fait, la cognition spatiale inclut des processus divers comme la perception, l'apprentissage, la pensée, le raisonnement, la mémorisation, le rappel, des tâches de rappel, la résolution de problèmes ou encore le langage. En cognition spatiale, ce qui est assez intéressant, c'est que l'espace n'est plus considéré comme un objet que l'on apprend uniquement. Donc ce n'est plus l'espace tel qu'on voit en géographie ou en géométrie, un objet que l'on apprend, et que l'on utilise pour agir dans notre vie quotidienne. Dans le cadre des recherches qui sont menées en cognition spatiale, l'objectif, l'utilité de l'espace, c'est qu'il est également un moyen pour appréhender et comprendre les processus cognitifs impliqués lors d'activités diverses. Et donc ici à Mons, ce qu'on réalise comme expérimentation au départ de la cognition spatiale, sont des expérimentations assez diversifiées, dont je vous présenterai quelques expérimentations au niveau de la décentration et de la visualisation spatiale tout à l'heure. Alors, quand on dit cognition spatiale, il est question d'habileté spatiale. Parmi les habiletés spatiales, on retrouve l'habileté de décentration, on retrouve l'habileté de navigation,
et forcément, on fait référence aux stratégies de navigation que l'individu met en place pour se balader dans un environnement. Il est aussi question de l'habileté de visualisation et l'habileté de représentation. Alors, je mettrai le focus dans le cadre de cet exposé sur la décentration et la visualisation. D'une part, parce que ces deux habiletés sont bien souvent associées l'une à l'autre. Alors, la décentration, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité de différencier et de se représenter mentalement le point de vue d'autrui. Vous ne voyez pas ce que je vois, je ne vois pas ce que vous voyez, mais on est capable de visualiser le point de vue d'autrui, nos points de vue respectifs. Cette habileté, elle est essentielle au quotidien, notamment parce qu'elle nous permet de bien réagir dans certaines situations. Je prends l'exemple, un des derniers exemples, ce week-end, j'étais en voiture, j'arrive à un carrefour en Belgique. La priorité de droite prévaut. Un individu arrive face à moi. Tiens, ma droite n'est pas sa droite, donc il me faut faire preuve de décentration pour savoir si c'est moi ou lui qui a la priorité. Au niveau de la visualisation, maintenant, il s'agit de la capacité qu'a un individu à appréhender mentalement des manipulations effectuées dans l'espace, notamment en termes du passage 2D, 3D, 3D, 2D, mais aussi au niveau des rotations mentales. Et donc, forcément, on voit bien à quel point ces deux habiletés sont proches l'une de l'autre. Alors, la question qui nous anime quand on travaille en cognition spatiale, c'est de savoir comment utiliser les données issues de nos recherches pour faire progresser les apprentissages. Alors revenons-en maintenant au curriculum prescrit. Et donc évidemment ici j'ai mis le focus sur un aspect de la recherche qui a été menée dans le curriculum prescrit, donc dans les programmes d'études. Pour le reste je vous renvoie vers mes travaux de thèse si cela vous intéresse. Juste pour ici préciser le fait que en termes de décentration, de changement de perspective, l'habileté n'est pas travaillée dans l'enseignement maternel et au début de l'enseignement primaire. Elle est seulement travaillée à partir de 12 ans, elle doit seulement être travaillée à partir de 12 ans et jusque l'enseignement secondaire, 14 ans dans ce cas-ci. Alors c'est assez problématique parce que forcément, le travail sur la décentration doit être déjà amorcé dès l'enseignement maternel. Les choses s'installent petit à petit, pas à la même vitesse chez tout le monde, mais les auteurs préconisent actuellement un travail sur ces notions-là dès la fin de l'enseignement maternel, début de l'enseignement primaire. Alors, on remarque un manque de précision aussi dans la rédaction des intitulés. Donc vous pouvez lire que de 10 à 12 ans, il est demandé à l'élève d'associer un solide à sa représentation dans le plan. D'accord, mais très concrètement, qu'est-ce qui va être proposé par l'enseignant ? Est-ce qu'il va demander aux élèves d'associer les solides à leur représentation en observant l'objet réel ou plutôt d'associer les solides à leur représentation en se basant sur une représentation graphique de l'objet, donc une représentation en 2D. C'est très différent l'un et l'autre. Est-ce qu'il est plutôt préconisé de travailler à partir de manipulation mentale de l'objet ou plutôt à partir d'une manipulation concrète de l'objet ? Et donc on voit qu'en fonction de l'activité proposée aux élèves, eh bien, l'habileté spatiale impliquée peut alors être différente. Alors je vous propose maintenant de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des évaluations qui sont proposées aux élèves de 2e primaire. Donc ils ont environ 7 ans. Alors, au niveau de la question qui leur est posée, c'est celle-ci. Donc, les élèves doivent écrire le prénom de chaque enfant dans son étiquette. Ils doivent respecter les consignes et Sophie est déjà placée dans la classe. Donc, 3 questions sont proposées aux enfants. Selim se trouve juste derrière Sophie, donc à eux de replacer Selim. Sophie voit Émile
à sa gauche, et puis Kevin se trouve 2 rangs devant Sophie. Alors, au niveau de la difficulté de la question, les enseignants trouvent cette question relativement adaptée au niveau de leurs élèves. Au niveau des résultats, que se passe-t-il? Pour le premier item, pas de souci. La quasi-totalité des élèves réussissent la question. Au niveau de la troisième question, donc Kevin se trouve 2 rangs devant Sophie. Plus de 2 élèves sur 10 ont de la difficulté à trouver la réponse. Et enfin, Sophie voit Émile à sa gauche, seuls 52% de réussite pour cet item, qui clairement met l'accent, met le doigt sur la décentration, puisque Émile est situé à la gauche de Sophie, ce n'est pas la gauche de l'élève qui répond à l'exercice. En deuxième secondaire, 14 ans, que se passe-t-il? Autre item d'évaluation. Il est demandé ici aux élèves de déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Je vous laisse réfléchir. Quelle est la réponse? La majorité donc, des enseignants disent que la question est adaptée au niveau de leurs élèves et 32% de réussite à cet item. Ah oui, la réponse, ce n'était pas un carré, mais bien un rectangle. Donc, problème de visualisation dans l'espace. Si vous avez faux à cette question. Alors, ici, des exercices qui mettent en jeu le processus de décentration. Donc, il est demandé aux élèves de lire la question. Donc, la question est: un observateur regarde cet assemblage dans le sens indiqué par la flèche. Et puis, à votre avis, donc, selon l'avis des élèves, quelle est la lettre qui correspond à ce qu'ils voient? A, B, C, D. 76% de réussite. Donc, plus de 2 élèves sur 10 échouent à un problème simple de décentration. Autre exercice, on leur présente donc un assemblage de cubes en perspective. À droite, on a la vue du dessus. La vue représentée du dessus. Et le chiffre inscrit à chaque fois dans les carrés est égal au nombre de blocs superposés à cet endroit. Et donc, ils doivent réaliser le même exercice ici, dans le bas de la feuille. Cet exercice est réussi par 83% des élèves. Donc voilà, c'est assez... les exercices peuvent sembler rudimentaires, assez faciles d'accès, or ils sont assez mal réussis par les élèves, malgré que les questions sont faciles ou adaptées selon les enseignants. Alors voilà, je vous propose maintenant de passer aux illustrations d'expérience et à ce qu'en disent les recherches menées en psychologie cognitive et développementale. Alors, retour donc sur les premiers travaux concernant la décentration et la visualisation spatiale, en parlant d'une épreuve assez peu connue, à savoir l'épreuve de section de solides. En fait, Piaget et ses collaborateurs ont soumis aux élèves, aux enfants âgés de 4 à 12 ans, plusieurs solides, dont un cylindre, un prisme, un parallélépipède, une sphère, un cône, et aussi des structures plus complexes, comme des anneaux, un cornet, une hélice, etc., etc. Donc, ils travaillaient de façon individuelle avec chaque enfant, et l'expérimentation se déroulait en 2 temps. Donc, lors d'une première phase, avant de procéder à la section dans les solides, l'expérimentateur demandait à l'enfant de prévoir la forme que prendrait la surface de la section en la dessinant. Et dans un second temps, l'expérimentateur propose à l'enfant de reconnaître parmi plusieurs dessins la forme de la section. Alors les résultats qu'on a retirés de cette expérimentation sont qualitatifs, comme beaucoup d'expériences qui ont été menées par Piaget. Alors malgré le caractère uniquement qualitatif de ces données,
forcé quand même de remarquer qu'elles permettent, grâce aux exemples fournis et aux déclarations des enfants retranscrites par l'expérimentateur, de se rendre compte des erreurs systématiques commises à des stades donnés, puisque évidemment, qui dit Piaget dit stade. Alors, on a en fait répliqué cette expérimentation il y a quelques années maintenant. Notre objectif était en fait de mener une expérimentation à plus large échelle dans une perspective développementale et effectuer aussi cette expérimentation de façon plus systématique, parce que Piaget avait expérimenté auprès d'enfants bien certains des solides et pas tous, et donc ça pose toujours un peu question de savoir, bah tiens, oui, ça a peut-être marché avec lui, mais ça n'a peut-être pas marché avec d'autres du même âge. Donc l'objectif, c'était vraiment d'être beaucoup plus systématique dans l'expérimentation. On a travaillé avec 4 solides différents, un cube, un cylindre, un cône et une boule. Et on a demandé à chaque fois aux enfants de dessiner les 4 empreintes des cylindres. Donc par 4 empreintes, il faut entendre donc une empreinte direct, donc on pose le cube au sol, qu'est-ce qu'il laisse comme empreinte. On a ensuite travaillé les coupes transversales, longitudinales et les coupes en oblique dans les solides. Et notre objectif était de répondre à 3 questions. La première, y a-t-il des différences de performance en termes de score moyen, tous exercices de visualisation spatiale confondus, en fonction de l'âge des élèves? Puis ensuite, on se demandait, sur la base des résultats des élèves, quelle classification hiérarchique des exercices de visualisation spatiale était-il possible de définir? Et puis, compte tenu des tâches demandées, quelles sont les erreurs les plus commises par les élèves? Alors, notre échantillon était composé au total de 274 enfants, répartis selon 7 âges différents. Nous avons travaillé dans 5 écoles montoises, donc Mons dans le sud de la Belgique francophone, et ça a été donc le choix des participants a été effectué sur la base de leur appartenance à un établissement scolaire dont les caractéristiques socio-économiques sont situées dans la moyenne, rang 8 à 11, dans une distribution qui comporte 20 rangs couvrant chacun 5% de l'effectif total. Donc voilà. Ça, c'est au niveau de l'échantillon. Alors, au niveau de la description du matériel et des tâches demandées aux élèves, donc 4 solides différents ont été présentés en 3 dimensions. Donc, le premier solide est un cube de couleur rouge de dimension 40 cm x 40 cm. Le deuxième solide est un cône de couleur verte dont le diamètre de la base mesure 40 cm et la hauteur 40 cm. Le troisième solide est une boule de couleur bleue d'un diamètre de 40 cm. Le quatrième solide est un cylindre de couleur orange dont les dimensions sont de 40 cm pour la hauteur et de 40 cm de diamètre. Alors, l'objet tranchant utilisé pour simuler la section est une large lame de 50 cm de longueur. Alors, pour la retranscription des réponses, les élèves disposent en fait de 4 feuilles de papier en format paysage A4 et de 2 feuilles de brouillon. Chacune des feuilles contient les emplacements spécifiques pour les réponses aux questions demandées. Alors, l'expérimentation est réalisée en session collective. L'expérimentation est cependant précédée d'exercices de compréhension afin que tous les élèves comprennent bien ce qu'est une empreinte et ce qu'il faut entendre par coupe ou section du solide. Et donc, à ce moment, l'expérimentateur s'assure également du fait que tous les élèves comprennent que le résultat attendu sur la feuille de papier est le dessin de la forme de la surface de la coupe. Et donc, des exercices sont réalisés au préalable et puis la consigne est donnée aux élèves. Alors très concrètement, l'expérimentateur présente le premier solide aux élèves et le manipule devant la classe. Évidemment, l'expérimentateur veille à ne pas montrer aux élèves la base
entre guillemets, hein, la base du cube, ceux-ci disposent de quelques secondes pour l'observer. Ensuite, l'expérimentateur donne la consigne. Voici un cube, imaginez que je trempe la base de ce cube dans de l'encre et qu'ensuite je la dépose sur une feuille blanche. Quelle sera l'empreinte laissée par ce cube? L'expérimentateur demande alors aux élèves de dessiner à main levée l'empreinte laissée par le cube dans l'encadré adéquat sur la feuille de papier. L'expérimentateur ensuite reprend le cube et donne une autre consigne. Donc je reprends le cube. Imaginez à présent que ce grand couteau coupe le cube comme ceci. Et il pose la lame sur une des faces du cube, parallèlement à la base, par exemple. Quelle sera la forme de la surface de la coupe si je coupe le cube comme ceci? Les élèves retranscrivent la réponse sur leur feuille, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe de l'expérimentation, sachant que c'est fait avec le cube, puis ensuite avec le cône, la boule et ensuite le cylindre. Alors, au niveau des résultats, que peut-on voir? Y a-t-il des différences de performance en termes de score moyen en fonction de l'âge des élèves? Oui, et heureusement, les scores moyens augmentent au fur et à mesure de l'âge. Donc, c'est déjà une première chose, même si à certains moments, certains pourcentages sont un peu moins importants, comme à 10 ans, par exemple, en comparaison à l'âge de 9 ans. Mais sinon, globalement, donc, ça suit une progression. Alors ensuite, on s'est demandé quelle classification hiérarchique des exercices de visualisation spatiale est-il possible de définir. Et là, on a utilisé la statistique implicative et l'arbre de similarité. Alors, l'analyse en fait de similarité à l'aide du logiciel Chic révèle dans quelle mesure les différents exercices proposés sont ou non semblables. Donc, le logiciel calcule pour chacun des couples d'exercices réussis ou ratés la similarité entre ceux-ci et agrège ensuite, selon l'importance de l'intensité de similarité, des classes composées elles-mêmes d'autres classes selon différents niveaux. Alors, concrètement, donc, un arbre a été créé et voici le résultat. Donc, dans le cas présent, le logiciel associe entre eux les exercices qui sont réussis de manière semblable par les élèves. Donc, l'arbre de similarité permet donc d'obtenir une représentation graphique des similarités unissant les 16 exercices proposés au total, puisque 4 solides fois 4 coupes. Les traits épais indiquent que le degré de similarité est plus significatif que le précédent et le suivant. La représentation peut être scindée donc en 3 groupes. Vous les voyez apparaître. Ces 3 groupes, elles sont séparées à chaque fois par une barre en pointillé. Et donc le premier groupe sur la gauche réunit 10 exercices en 9 niveaux. Le deuxième groupe au centre réunit 3 exercices en 2 niveaux. Et le troisième groupe réunit également 3 exercices en 2 niveaux. Pour le premier groupe, on remarque que les exercices sont mieux réussis en ce qui concerne l'empreinte laissée par le cube et le cône. Donc, c'est ce qui est réussi de façon beaucoup plus facile par les élèves. On voit cependant que l'empreinte du cylindre est moins réussie par les élèves et que l'empreinte de la sphère l'est encore beaucoup moins. J'y reviendrai par la suite. Globalement, on peut voir que toutes les coupes longitudinales et transversales sont agrégées ensemble, que les coupes de la sphère, de la boule sont agrégées aussi ensemble et que les coupes obliques sont agrégées aussi et forment un troisième paquet. Alors, au niveau des erreurs principalement commises en fonction de l'âge, que retirer, c'est que vraiment, parmi donc, les 274 élèves, quel que soit leur âge, ils commettent les mêmes erreurs.
Donc ceux qui commettent des erreurs commettent les mêmes erreurs. Alors je vous propose, parce que le tableau est assez dense ici, de revenir sur les erreurs types concernant le cube. Donc quand on leur demande de dessiner l'empreinte du cube, à 8 ans, aucune erreur. À 9 ans, à 10 ans et à 12 ans, on voit que quelques élèves ont commis une erreur. Au niveau des coupes transversales, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qui est dessiné, c'est un rectangle proposé à l'horizontale. Tandis que pour la coupe longitudinale du cube, il propose un rectangle, ce qui est faux, hein. La bonne réponse, c'est toujours le carré, hein, que ce soit en empreinte, en coupe transversale ou coupe longitudinale. Eh bien, en fait, eux dessinent différemment, orientent en fait différemment le rectangle qu'ils dessinent. Et ensuite, la coupe oblique, coupe très difficile, hein, à mentaliser. Tout à l'heure, je vous ai, entre guillemets, posé un peu la question en vous demandant, tiens, le quadrilatère ABCD, quelle forme prend-il? Eh bien, la majorité des erreurs commises par les élèves tant de 8 ans à 14 ans et qu'ils dessinent en fait un triangle. Alors, autre surprise, mais alors résultat vraiment assez surprenant concernant les erreurs commises lorsque les enfants devaient dessiner les empreintes et les coupes transversales, longitudinales et obliques dans la boule. Donc, la majorité des enfants dessinent en fait comme empreinte d'une boule un cercle et pas un petit cercle. Sur leur feuille, le cercle était assez grand. Alors évidemment, ça ne rend pas pareil dans le tableau, mais on peut quand même s'interroger vraiment hein, sur le conflit qui existe entre le vu et le su dans ce cas-ci, parce que les élèves avaient la boule en face d'eux et on leur demandait de dessiner l'empreinte. Donc visuellement, on voyait bien que l'empreinte, en tout cas on imagine bien que l'empreinte ne peut pas être un grand cercle. Or, c'est ce qu'ils dessinent en majorité sur leurs feuilles au niveau des erreurs commises, donc majorité des erreurs commises. Au niveau des coupes transversales, longitudinales et obliques, ce qui était assez intéressant, c'est exactement la même erreur qui est commise au niveau du cube, puisque ils vont orienter, donc pour eux, la coupe, forcément, c'est une demi-lune, et ensuite ils orientent la demi-lune d'une façon ou d'une autre en fonction du type de coupe. Et donc, que retenir de cette expérimentation? C'est que les exercices proposés posent problème à un nombre important d'élèves, et ce, quel que soit leur âge. Et ça, c'est assez interpellant, hein. Ça va un peu à l'encontre, et même beaucoup à l'encontre de ce que Piaget avait pu montrer, en disant que tiens, les élèves évoluent de stade en stade. Très clairement ici, ça n'a pas été... Voilà, ça n'apparaît pas. Certains exercices de visualisation sont plus simples que d'autres et les difficultés ne sont pas toujours là où on peut les attendre. Et je pense que ça, c'est aussi important que l'enseignant prenne en compte ces difficultés-là, parce que difficile ensuite dans l'enseignement secondaire de parler de la tangente si dans la représentation des élèves, l'empreinte les sépare, une sphère, une boule, ce n'est pas un point. Faiblesse aussi des résultats obtenus par les élèves de 13 et 14 ans. Oui, on a remarqué qu'ils avaient pas mal de difficultés. Des élèves aussi qui se fient, comme je l'ai dit juste avant, davantage aux connaissances conventionnelles qu'ils possèdent du solide, plutôt qu'aux informations qu'ils peuvent retirer de l'observation directe de ce dernier. Et donc, conflit entre le vu et le su. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des résultats, au niveau de cette expérimentation, et puis faire attention aussi aux représentations en fait erronées, qui est vraiment, on voit que les erreurs commises sont vraiment récurrentes, et donc il faut prêter attention à ça quand on enseigne les mathématiques, notamment aux élèves de ces âges-là. Alors, autre expérimentation peut-être beaucoup plus connue de Piaget, qui a repris d'ailleurs cette expérimentation de Meyer en 1935, qui porte sur la décentration, l'expérience des trois montagnes. L'objectif était d'étudier
les capacités des enfants âgés de 4 à 11 ans à différencier le point de vue d'autrui du leur. Et cette différenciation intersujet a été mise à l'épreuve par la présentation d'une maquette tridimensionnelle constituée de 3 montagnes possédant des caractéristiques propres. Et donc, à chaque fois, vous voyez que la montagne est surmontée d'un élément caractéristique. Au niveau de l'expérimentation, comment s'est-elle passée? Pour cette expérimentation, 3 techniques ont été utilisées. Alors, lors d'une première technique, l'enfant doit visionner un des tableaux proposés, donc en fait une image, et placer la poupée à l'endroit opportun pour que le point de vue de celle-ci corresponde au tableau visionné. Une deuxième technique employée consistait à demander à l'enfant de choisir parmi les tableaux proposés celui qui correspondait à la photographie que la poupée aurait pu prendre étant donné sa position sur la maquette. Donc, positionnement de la poupée par l'évaluateur. Enfin, la troisième technique consistait à demander à l'enfant d'employer des cartons découpés ayant la forme et la couleur des montagnes présentées sur la maquette afin de construire une configuration correspondante à la photographie que la poupée pourrait prendre, sachant que celle-ci est positionnée sur la maquette par l'évaluateur, par l'expérimentateur. Alors, au niveau des résultats, d'après Meyer, elle a mis en évidence donc l'existence de 4 niveaux qui caractérisent l'évolution des conduites des enfants évalués. Et donc, entre 4 et 6 ans, quel que soit le tableau présenté, les enfants ne sont pas capables d'envisager un emplacement différent de la poupée. Entre 7 et 8 ans, les enfants ne parviennent pas à mettre en relation les 3 montagnes et considèrent alors celles-ci comme un tout non séparable. Entre 8 et 9 ans, les enfants prennent conscience que le massif montagneux est composé d'éléments indépendants, donc tous ces câbles, mais une seule relation entre ces montagnes domine. À 10 ans, il apparaît que les enfants savent, a priori, qu'un seul emplacement de la poupée peut engendrer un point de vue particulier. Ainsi, les enfants parviennent à coordonner les différentes relations qui unissent les éléments présentés. Alors, cette expérience des 3 montagnes a été répliquée à de nombreuses reprises, notamment par Laurando et Pinard en 1968, qui a réalisé cette expérience sur 450 enfants âgés de 4,6 mois à 12 ans. Il a reproposé cette expérimentation en travaillant uniquement 2 des 3 techniques originales et globalement, il met en évidence que les résultats augmentent avec l'âge, que les réussites sont plus précoces pour la partie 1, donc à savoir le choix d'un tableau qui représente la position de la poupée, que de la partie 2, à savoir le placement de la poupée à l'endroit qui correspond à la perspective illustrée sur le tableau. Confirmation selon lui, des stades tels que proposés par Piaget et Inelder. Il y a aussi des difficultés des relations gauche-droite qui sont plus importantes que les difficultés des relations devant-derrière. Et puis des erreurs égocentriques, il les remarque quand même à tous les niveaux d'âge. Alors, je vous propose maintenant de parler d'une autre expérience qui a été menée, alors toujours en lien avec la décentration spatiale, mais aussi en lien avec les stratégies d'autorégulation, puisque, comme je vous l'ai dit en début d'exposé, on travaille sur le fonctionnement cognitif et aussi le fonctionnement social, on va dire, donc la dimension sociale qui impacte le fonctionnement cognitif. Donc voilà, un petit mot sur une dernière expérimentation qu'on a réalisée tout dernièrement avec une collègue de l'Université de Lille. On s'est questionné sur l'évolution développementale atypique du concept de décentration spatiale. Il y a vraiment une pénurie des travaux dans le cadre de la déficience intellectuelle en ce qui concerne cette habileté spatiale-là. Et puis les résultats sont assez controversés. Donc les seuls résultats qu'on trouve sont assez controversés. On s'est aussi posé une autre question, à savoir quelle stratégie d'autorégulation les élèves présentant une déficience intellectuelle mettent-ils en œuvre lors d'une séance de remédiation basée sur le jeu.
Avant de vous parler plus en détail de l'expérimentation qui a été réalisée, je reviendrai sur deux notions qui me paraissent essentielles pour bien comprendre le cadre dans lequel on se situe, à savoir la déficience intellectuelle d'une part et d'autre part l'autorégulation comme étant un processus essentiel pour l'apprentissage. Alors, ce qu'il faut entendre par la déficience intellectuelle, dite DI, c'est que c'est un trouble débutant pendant la période du développement, donc 0-18 ans, fait de déficits tant intellectuels qu'adaptatifs dans les domaines conceptuels, sociaux et pratiques. On observe alors, d'une part, un déficit des fonctions intellectuelles comme le raisonnement, le jugement, la résolution de problèmes, la planification, l'abstraction, confirmée par l'évaluation clinique et les tests d'intelligence standardisés. D'autre part, on observe un déficit des fonctions adaptatives traduit par un échec dans l'accession aux normes habituelles de développement socioculturel qui rendent plus difficile donc l'autonomie et la responsabilité sociale de ces individus. Alors, voyons à présent ce que recouvre le terme d'autorégulation. Selon Berger, qui définit ça en 2013, être capable de s'autoréguler est une aptitude essentielle. En effet, ce processus influence positivement aussi bien l'adaptation scolaire, comme le souligne le TAL, que la réussite et les apprentissages scolaires. Dans la littérature, il existe plusieurs approches de l'autorégulation. Je vous renvoie alors aux travaux de Nathalie Nader-Grosbois en 2007, notamment. En éducation cognitive, l'autorégulation est intégrée à la métacognition dont les composantes sont les connaissances métacognitives et l'autorégulation métacognitive. Donc l'autorégulation métacognitive se réfère à la planification, au contrôle des activités, à la vérification au fur et à mesure des résultats obtenus. Le processus d'autorégulation est essentiel pour les apprentissages. Il se développe au cours de l'enfance et de l'adolescence, voire bien au-delà, et dépend des activités et des interactions sociales proposées à l'individu au cours de situations variées. Alors, après cette brève mise en contexte, je vous propose maintenant de passer aux questions de recherche. Donc, elles sont au nombre de 2. La première, c'est les performances de décentration des élèves issus de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire présentant un âge de développement comparable s'améliore-t-elle suite à l'utilisation de l'adaptation du jeu animaux-déclic? Et puis la seconde, confrontée à une tâche de nature ludique pour laquelle le niveau de complexité est comparable, les deux groupes d'élèves, élèves au développement typique et élèves au développement atypique, mobilisent-ils les mêmes stratégies d'autorégulation? Alors pour répondre à ces questions, nous avons travaillé avec 2 groupes de participants. Un groupe, le premier groupe, qui présente des élèves qui présentent une déficience intellectuelle légère à modérée, scolarisés donc dans l'enseignement secondaire spécialisé, avec un âge chronologique de 15,3 ans et un âge de développement de 8,38, donc de 8 ans environ. Un deuxième groupe composé de 20 élèves issus de l'enseignement primaire avec un âge chronologique moyen de 9,3 ans et un âge de développement moyen de 9 ans. Donc des groupes comparables en âge de développement. Les épreuves psychométriques que nous avons utilisées sont la NEMI 2, qui permettent justement de définir l'âge de développement des enfants, le test de latéralité gauche-droite de Piaget-Ide, et puis le subtest mémoire spatiale de la Wechsler. Très concrètement, le jeu que nous avons utilisé est le suivant.
Donc ce jeu, donc dans la partie gauche de l'image, donc à votre gauche sur la slide, c'est le jeu tel qu'il existe dans sa version originale. À droite, c'est le jeu tel que nous l'avons adapté et utilisé avec nos deux publics cibles. Donc, de manière assez rapide, euh, le but du jeu entre la version originale et la version adaptée reste inchangé. En fait, les gardiens et les animaux du zoo ont joué au photographe. Il faut donc retrouver qui a pris les photos des animaux. Toutefois, comme vous pouvez le voir hein, à droite de la slide, le plateau de jeu, initialement en 2D, est transformé pour que les enfants et adolescents puissent observer les animaux en 3D. De même, des flèches de la couleur des gardiens sont ajoutées dans le but d'illustrer le déplacement du gardien le long du plateau. Le plateau est également agrandi afin d'augmenter la visibilité des animaux. Les cartes sont conservées, mais leur répartition dans les parties est modifiée. En fait, pour cet exposé, je ne retiendrai qu'un seul indicateur en ce qui concerne la décentration, à savoir le nombre de cartes gagnées. Un individu gagne une carte parce qu'il a su faire preuve de décentration et trouver qui était le photographe. Alors, au niveau des stratégies d'autorégulation, nous sommes reportés aux travaux de Nathalie Nader-Grosbois et nous avons adapté la grille qu'elle utilise avec ses populations. On a retenu 5 stratégies d'autorégulation caractérisées à chaque fois par des comportements différents. Donc, je vous laisse un petit peu les découvrir. Alors, vous remarquerez que chaque catégorie de stratégie contient 3 items allant d'un degré d'autorégulation élevé vers un degré d'autorégulation faible. Élevé plus, modéré le slash et faible moins. Pour la présente étude, nous avons adapté donc la grille d'observation initiale de manière à ce que les stratégies d'autorégulation étudiées soient en lien direct avec la tâche de décentration spatiale proposée. Donc, on a retenu ces 5 stratégies-là et 3 niveaux d'autorégulation à chaque fois. Vous dire aussi concernant cette expérimentation, ce codage des vidéos, que toutes les vidéos ont été exploitées à l'aide du logiciel Observer XT, donc un logiciel fréquemment utilisé pour l'analyse vidéo et audio. Alors au niveau des résultats, concernant toutes les stratégies autorégulatrices, cette fois-ci, donc, sachant que l'on a calculé bien évidemment un kappa de Cohen ainsi que les coefficients d'accord interjuge hein, dans le but de valider les résultats. L'exploitation donc des données a été réalisée avec des procédures non paramétriques en raison du faible échantillon et compte tenu aussi de la distribution anormale de nos données, l'asymétrie de la distribution des scores. Alors globalement, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que les résultats indiquent un score moyen d'autorégulation plutôt élevé. Donc score allant de 0 à 15 points au maximum lors de la présentation d'une carte de jeu dans le groupe d'enfants tout venant. Donc, la moyenne du groupe tout venant est de 12,55 et la moyenne du groupe d'adolescents déficients intellectuels s'élève à 12,27. Donc, le test de Hugh de Man-Whitney n'indique pas de différence significative pour ce qui est de ce score moyen d'autorégulation en fonction des groupes. Donc voilà, maintenant reprenons les résultats stratégie d'autorégulation par stratégie d'autorégulation. Ainsi, pour ce qui est des stratégies cognitives exploratoires, il ressort des résultats du codage le fait qu'une large majorité d'élèves provenant des 2 groupes planifient et anticipent ces actions lors du déroulement de la séquence.
Vous le voyez, 87,5% et puis 94,94% pour les DI. Par ailleurs, les élèves issus du groupe tout venant sont cependant un peu plus nombreux que les élèves présentant une déficience intellectuelle à effectuer une démarche d'essai-erreur pour apporter une réponse. Notons ici qu'aucune des actions réalisées par les élèves n'est dictée par l'adulte. La différence de proportion des comportements relatifs aux stratégies cognitives exploratoires entre les deux groupes n'a pas été confirmée du point de vue de la statistique inférentielle. Alors concernant maintenant les stratégies socio-communicatives de requête, il ressort que l'ensemble des élèves des deux groupes expriment rarement des demandes ou encore des demandes qui sont exclusivement nécessaires lors du jeu. La proportion de comportements relatifs aux stratégies attentionnelles de requête varie selon le groupe d'élèves. Ainsi, les élèves présentant une déficience intellectuelle semblent gérer davantage leur attention que les élèves du groupe tout venant qui, pour leur part, sont majoritairement moins attentifs, 57,5%. La différence de proportion de ces comportements entre les deux groupes n'a, lui non plus, pas été confirmée par la statistique inférentielle. Alors que globalement, les élèves tout venant expriment davantage leur plaisir que les élèves présentant une déficience intellectuelle, bien qu'il n'y ait pas de différence significative entre les deux groupes, on remarque que la majorité des participants des groupes constitués expriment peu leur plaisir lors de la séquence, ce qui est assez interpellant en fin de compte. Alors, concernant les stratégies d'évaluation, il apparaît que l'ensemble des élèves des deux groupes argumentent leurs réponses données et ou les corrigent spontanément en cas de réponse erronée. Donc, en ce qui concerne les résultats, concernant le score de décentration, c'est-à-dire le nombre de cartes gagnées durant la partie, eh bien, on a pu se rendre compte du fait qu'il n'existait pas de différence entre les deux groupes. Donc, il n'y a pas de différence de performance entre les deux groupes de participants en termes de nombre de cartes gagnées. Alors, en ce qui concerne donc la discussion par rapport à cette expérimentation sur la décentration et les stratégies d'autorégulation, eh bien, on a pu donc mettre en évidence, comme je viens de le faire, qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes en termes de score de décentration et qu'il n'y avait pas non plus de différence en termes de score moyen d'autorégulation globale entre les deux groupes constitués, ce qui rejoint d'ailleurs les observations de plusieurs autres travaux antérieurs, notamment menés par Nathalie Nader-Grosbois. Il y a on a pu le présenter, les différentes stratégies évoluées qui présentent toutes un niveau de maîtrise équivalent entre les deux groupes. Et ça, c'est plutôt en fait rassurant. On n'a pas de différence entre les deux groupes, donc ils ont été constitués en ayant le même âge mental et pas sur l'âge chronologique. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'une personne qui présente une déficience intellectuelle confrontée à une même tâche qu'un individu plus typique se comportera de la même manière et aura les mêmes performances qu'un individu plus typique. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On ne recherchait pas évidemment ces différences. On espérait qu'il n'y en ait pas et il n'y en a pas eu, heureusement. Alors, peut-être le point négatif de cette recherche, c'est que les données relatives aux stratégies attentionnelles et motivationnelles rendent compte du fait que ce jeu n'était pas complètement adapté à l'âge chronologique des participants du secondaire. Et donc, c'est pour cette raison que nous travaillons actuellement à son adaptation. Donc, vraiment, la grille des stratégies nous a permis de réfléchir sur l'adaptation de l'outil jeu qui a été utilisé en séquence.
Donc voilà, en guise de conclusion et de perspective, alors ma conclusion et mes perspectives ne seront pas bien longues, étant donné qu'après chacune des expérimentations dont je vous ai fait part, je les ai discutées, etc. Peut-être définir une conclusion plus globale et proposer une perspective plus actuelle aussi. En guise de conclusion, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les études qui sont menées depuis quelques années maintenant, que ce soit à Mons ou ailleurs, dans d'autres équipes, mettent vraiment en évidence que le modèle de l'escalier tel que proposé par Piaget est un modèle qui, à l'heure actuelle, ne peut plus être utilisé. Donc, le fait que ce soit stade par stade et qu'il y ait des âges bien précis pour acquérir certains comportements, etc., c'est largement remis en question. Donc, on parlera d'un modèle parmi d'autres. Plutôt préciser que l'évolution, le fonctionnement s'apparente plus à un système biscornu, à un modèle plus biscornu qu'à un modèle de l'escalier au sens propre. On peut aussi se questionner sur le rôle de l'inhibition dans les tâches de décentration et de visualisation spatiale. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises durant cet exposé, mais on voit que voilà, des erreurs sont systématiquement commises par les élèves. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de l'inhibition? Donc, le fait d'inhiber certaines réponses pour laisser échapper la bonne réponse. Donc, ça fait référence aux travaux de Steve Masson. Et donc, au niveau des perspectives de recherche, on peut se demander quelle est l'implication du processus d'inhibition dans des tâches de décentration, mais aussi dans des tâches de visualisation spatiale, d'orientation spatiale, en fait, dans des tâches qui concernent l'ensemble des habiletés spatiales. Et une hypothèse assez forte serait que l'on inhibe des choix qui, de prime abord, sont égocentriques pour s'appuyer sur des représentations plus allocentriques de l'espace. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais tenter de répondre à vos questions en me connectant tout de suite.